C'est avec le même plaisir que je vous retrouve, chers fidèles de la télévision Renaissance, et bienvenue dans cette édition de ce jeudi 18 février 2021, dont voici les principaux titres. Les défenseurs des droits de l'homme, les avocats et les journalistes en exil récemment condamnés à perpétuité dans l'affaire de putsch manqué de 2015 sollicitent l'intervention de la CNIDH pour accéder au dossier du jugement dont le contenu reste inconnu depuis le début de la procédure. Et à partir du 1er mars, il n'y aura plus de boutiques et magasins dans les quartiers de la mairie de Bujumbura. La décision a été prise par le ministre de l'Intérieur, une décision, selon l'OLICOM, viole le Code du commerce international que le Burundi a ratifié. Et le procès de Paul Rusesabagina, héros du film Hotel Rwanda, a été ouvert ce mercredi à Kigali. Accusé entre autres de terrorisme, Paul Rusesabagina a contesté dans cette séance le droit du tribunal à le juger. Voilà pour les principaux titres. Pas justice pour démarrer cette édition. Les défenseurs des droits de l'homme, les avocats et les journalistes en exil récemment condamnés à une peine à perpétuité par la Cour suprême de Bujumbura dans l'affaire du putsch manqué font recours à la Commission nationale indépendante des droits de l'homme. Ces défenseurs demandent l'accès au dossier RPC 100 qui aurait été jugé en date du 23 juin 2020 et dont le contenu reste inconnu depuis le début de la procédure. Selon Maître Dieudonné Bachira Ishizé, porte-parole de ce groupe, les pièces du dossier pourront ainsi permettre à leurs avocats d'entreprendre des recours aussi bien devant les juridictions nationales qu'internationales compétentes. Suivez-le. Depuis le début, on a essayé de connaître le contenu de ce dossier qui serait lié à la soi-disant tentative de coup d'État, mais les avocats qu'on a envoyés n'ont pas pu se procurer la copie du dossier comme cela est en droit toute personne poursuivie en vertu de l'article 234 du Code de procédure pénale. Mais depuis un certain temps, il y a des échos par réseaux sociaux interposés qui sont véhiculés en disant voilà, il y aurait eu une décision de condamnation à perpétuité pour les 34 personnalités dont le pouvoir aimerait voir écartées en raison de leur opinion dissonante. Même après cette soi-disant décision, on a essayé d'entrer en contact avec le greffe, mais il leur a été rétorqué par le greffe que le dossier est toujours jalousement conservé dans les tiroirs du président de la Cour suprême. Il n'y avait donc pas d'autre moyen que de contacter la Commission nationale indépendante des droits de l'homme, qui est compétente en vertu de l'article 4, alinéa 1er, donc à recevoir des plaintes dans le but de débloquer telle ou telle autre situation. On lui a donc écrit une correspondance en vue de nous aider à avoir en toute urgence la copie de cette décision politique et la copie de tout le dossier parce que ceci est permis par le Code pénal. Il est en effet étonnant qu'une justice qui est censée travailler pour le compte de tous les Burundais accepte d'être instrumentalisée au point de trancher un dossier en toute opacité et de tenter même de refuser aux victimes de cette machination le droit de savoir le contenu des accusations qui sont portées contre eux. À ce sujet, cette décision, à en croire le document affiché devant la Cour suprême, aurait été rendue le 23 juin 2020. Pourtant, nous sommes en disposition d'un document qui dit le contraire et qui montre qu'en ce jour, le jugement n'a pas été prononcé et qu'il aurait été reporté pour le 30. Même pour le 30, on avait des envoyés là-bas, la décision n'a pas été prononcée.
Donc, c'est une décision surprise dans des conditions occultes, simplement pour écarter des personnes qui ont une opinion dissidente, mais le fait d'avoir une opinion dissidente, ce n'est pas un crime. Donc, il y a un acharnement politiquement motivé, mais la justice ne devrait pas être complice jusqu'à ce point. Et nous espérons pouvoir recevoir tous ces documents parce que c'est notre droit en vertu de l'article 38 de la Constitution. Et après cela, nous comptons faire des recours aussi bien devant les juridictions nationales et internationales pour battre en brèche et balayer définitivement cette illusion du pouvoir, de pouvoir écarter aussi facilement de nobles citoyens, d'innocents citoyens qui sont au service de leur patrie-mère. Page gouvernance, bientôt plus de boutiques, plus de magasins dans les quartiers de la mairie de Bujumbura. Ainsi en a décidé le ministre de l'Intérieur et du Développement communal, Gervais de la Koucha, l'a dit dans une réunion avec les responsables administratifs de la ville en début de cette semaine. Il a donné l'ordre de les obliger à s'installer dans les marchés de l'État à partir du 1er mars. Abantu bafata amazu yabo bubatse ari ayizagereza. Les gens qui ont construit des maisons à usage résidentiel et qui en ont fait un usage commercial, il faut leur donner à tous un délai qu'ils ne doivent pas dépasser. Tout doit prendre fin au mois de février. Tous ceux qui louent ces maisons doivent tous se retrouver dans les marchés de l'État le 1er mars. Les gens de la mairie, à Bouiza, à la 8e avenue et à la 10e avenue. Tous ceux qui ont transformé leur maison en magasin, dites-leur qu'à partir du 1er mars, on ne veut trouver personne dans ces maisons. Tous doivent aller dans les marchés de l'État. Est-ce clair? Bose mubabwire yuko à partir ya 1er mars nta muntu numwe tuzobona ari muri ajamasa. Bose aje amasoko ya leta. Birumvikana. Ces décisions du ministre de l'Intérieur suspendant les boutiques dans les quartiers de la mairie de Bujumbura violent le code du commerce international que le Burundi a ratifié. Lecture de Gabriel Rufyiri, président de l'OLICOM. Il précise que cette mesure vient également enfoncer davantage le peuple burundais dans la pauvreté. Suivez ici Gabriel Rufyiri. Pour l'OLICOM, c'est une décision qui viole plusieurs principes, mais aussi une décision qui n'a pas été bien étudiée. En principe, ce genre de décision est prise après avoir commandité des études, des analyses approfondies pour vérifier toutes les conséquences qui peuvent suivre ce genre de mesures, ce qui n'a pas été le cas malheureusement. Cette décision viole la loi. Premièrement, les conventions internationales que le Burundi a ratifiées en rapport avec le commerce, la Constitution de la République du Burundi, le Code de commerce et bien d'autres textes qui découlent à ces textes que je viens de citer, protègent le citoyen d'exercer n'importe quelle fonction et n'importe où. Donc, pour nous, cette décision qui vient d'être prise ne respecte pas ces textes que je viens de citer. Donc, c'est une décision injuste et illégale. C'est une décision qui vient juste pour enfoncer le peuple burundais dans une misère sans nom, dans laquelle la population burundaise est en train de croupir. La suite de ce journal, c'est après cette annonce spot du mouvement Inamahoro des femmes et des filles pour la paix et la sécurité. L'exemple vient toujours d'Ango, leader politique
de l'administration à la base au plus haut sommet de l'État. Soyez les modèles dans l'application des mesures édictées par les autorités sanitaires en matière de prévention et de protection contre la COVID-19. La population suivra d'autant plus facilement vos instructions qu'elle aura vu que vous les respectez vous-même. N'hésitez pas non plus à user de votre autorité si vous aviez à le faire. Vous aurez ainsi protégé la population dont vous êtes en charge. Ceci est un message du mouvement Inamahoro, femmes et filles pour la paix et la sécurité. Poursuivons cette édition dans la suite des séries de témoignages dans le cadre du magazine Parcours où différentes victimes de différentes crises qui ont endeuillé le pays parlent de leur calvaire. Aujourd'hui, vous suivez un extrait du témoignage de Sabou Chimike Gérard, rescapé de 1972 dans la province de Rumonge. Bukeye nikangoye ngo mu masaa moya ingoho zari zaheze kumbe. Le matin, je me suis réveillée vers 7 heures du matin. Les coups de feu étaient terminés, mais j'avais reconnu quelques gendarmes. Comme ils avaient vidé leurs caisses, ils ont été tués par les rebelles ainsi que les familles qui vivaient dans ce camp militaire. Certaines familles sont parvenues à fuir, d'autres sont morts. Je suis sortie pour voir ce qui s'est passé. Puis un groupe de 10 personnes, ou même plus, est apparu avec des flèches et des haches. J'ai voulu les approcher pour les demander de quoi il s'agissait, mais ils ont couru derrière moi. J'étais encore jeune, j'ai couru trop vite. Dès mon apparition, ils ont commencé à chanter Mai Muhutu, Mai Murere. J'ai pris le large vers le lac Tanganyika, sans oublier qu'ils m'ont lancé une flèche. Une fois touché, je serais mort. Ahubwo igikuru nico nari nibagiye kuvuga baca bantera icumu nukuri iyo rinshikira akanje kaba gaheze. L'intégralité de son témoignage sera disponible à la fin de cette semaine sur toutes les plateformes de diffusion de la télévision Renaissance. Et avant de clore cette édition, passons à côté de chez nous, Rwanda, où 23 Rwandais, dont Paul Rusesabagina et Calixte Sabimana, ont comparu devant la haute cour spécialisée dans les crimes internationaux et frontaliers. C'était mercredi le 17 février. Dans la capitale rwandaise Kigali, ils sont tous poursuivis pour avoir attaqué à l'ouest du Rwanda entre 2018 et 2019. Pour Rusesabagina, le principal accusé dans le dossier, a dit que la Cour n'est pas compétente pour le juger de par son statut d'un étranger d'origine belge. N'est-ce pas, Révérien Bazikamwe? Les accusés dans son procès sont tous poursuivis pour avoir commis des actes de terrorisme à des niveaux différents. Pour Rusesabagina, lui seul, est poursuivi pour 9 chefs d'accusation, mais qu'il partage avec d'autres co-accusés de la coalition Mouvement Rwandais pour le changement démocratique, MRCD, créée en 2016. Entre autres, ses co-accusés Calixte Sabimana, alias Sankala, et Herman Sengimana, tous ex-porte-parole de la coalition. Pour le reste des prévenus, ils sont poursuivis pour leur appartenance dans des mouvements rebelles qui ont commis des crimes lors des attaques qu'ils ont organisées à l'ouest du Rwanda, dans les localités de Nyabimata, Rusizi et dans la forêt de Nyungwe. Après une courte séance de présentation des prévenus, Paul Rusesabagina a signifié au juge que la Cour n'est pas compétente pour le juger parce qu'il n'est pas rwandais, qu'il est plutôt un Belge. Son avocat l'a épaulé en indiquant qu'en 2012, la Belgique a refusé de l'extrader au Rwanda parce qu'il ne pouvait pas être jugé par les cours de Kigali. Maître Gatare Gashabana a poursuivi que son client devrait être envoyé en Belgique pour y être jugé. La haute cour a indiqué cependant qu'il y a eu des communications entre la justice rwandaise et belge pour le cas et qu'il y a eu échange de documents relatifs. Par conséquent, la cour se dit compétente pour juger Rusesabagina. Son co-accusé Calixte Sabimana, ex-porte-parole des forces de libération nationale FLN, dit
Major Sankara s'étonne que cet homme qui cède son identité s'est montré pourtant influent de la coalition MRCD et FLN en aspirant de prendre le pouvoir de Kigali. La Cour a finalement indiqué qu'elle se prononcera le 26 février 2021 sur sa compétence ou pas de juger Paul Rusesabagina. Merci à Révérien Bazikamre. C'est ce qui prend fin cette édition. Merci pour votre attention. À la prochaine.